Aujourd'hui, nous allons parler de la structure de la tragédie de Sophocle, Oedipe Roi. D'abord, un petit rappel sur les origines de la tragédie. Vous vous souvenez qu'à l'origine, la tragédie était en fait un chœur dithyrambique. Et ensuite, un personnage a été introduit dans le spectacle. Il intervenait par un dialogue avec le chœur. Puis trois personnages sont intervenus alors que le chœur devenait de moins en moins important, pour à la fin voir le chœur disparaître totalement, et on pourrait dire qu'il a été remplacé par des intermèdes musicaux ou chorégraphiques. Sophocle s'est largement inspiré des origines de la tragédie, ses prédécesseurs, et Aristote a été le premier à théoriser la notion de tragédie, c'est-à-dire à réfléchir sur les principes qui permettent de construire une bonne tragédie. Il a même écrit ces principes dans une œuvre qui s'appelle la Poétique, et dans cette œuvre il a considéré que les œuvres de Sophocle étaient des modèles du genre. Alors si on reprend la définition de la tragédie selon Sophocle, elle a deux caractéristiques essentielles. La tragédie doit imiter le plus possible la réalité, donc c'est le principe de la mimésis, et elle doit également purger les passions des spectateurs. Elle doit permettre la catharsis. Les personnages sont considérés alors avec pitié par le spectateur, qui s'identifie à eux, et ainsi il purge ses mauvaises pensées, ses mauvaises passions, puisqu'il a peur de ce qui arrive aux personnages et qu'il a en même temps pitié d'eux. Donc voilà les buts principaux de la tragédie formulés par Aristote et qu'on retrouvera dans la tragédie de Sophocle. La structure générale de la tragédie, elle est systématiquement présentée, construite de la même manière. Il n'y a aucun acte, aucune scène dans la tragédie grecque. Alors la structure, elle est déterminée seulement par les entrées et les sorties des personnages et par l'alternance entre les parties jouées et les parties chantées. Les parties jouées, qu'on appelle donc la partie dramatique réellement, est écrite en trimètre iambique, vous avez une définition à droite sur l'image, et elle est écrite également en dialecte attique, on verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Quant à la partie chantée, donc la partie lyrique, c'est évidemment le chœur qui chante dans un dialecte dorien et avec une métrique assez complexe. Les chants du chœur sont beaucoup plus difficiles à comprendre pour les spectateurs et ces parties obéissent à des schémas très différents. À propos du dorien et du attique, ce sont deux dialectes donc parlés en Grèce. Donc vous voyez sur la carte dans quelle région de Grèce ils sont plus parlés. Les grandes parties d'une tragédie, ce sont toujours les mêmes, formulées d'ailleurs par Aristote dans la citation que vous voyez au début. 5 parties, le prologue qui précède l'arrivée du chœur, l'épisode qui est une partie complète de la tragédie qui est placée entre les chants du chœur, la parodos, c'est l'entrée du chœur véritablement sur scène dans l'orchestra, l'exodos qui est la sortie du chœur en chantant, et puis le stasimon, au pluriel on dit les stasimas, donc ce sont les chants du chœur. Donc ces 5 parties constituent donc une tragédie. Dans Oedipe Roi, on considère que la tragédie est organisée de cette manière-là. Il y a d'abord un prologue, la parodos, donc l'entrée du chœur, l'épisode 1, suivi d'un stasimon 1, l'épisode 2, stasimon 2, épisode 3, stasimon 3, et l'exodos. Alors attention, ça c'est une des éditions qui propose cette structure-là en trois épisodes avec un hyporchème. On parlera d'hyporchème tout à l'heure. Mais il faut savoir que dans d'autres éditions, la structure est alors formulée en 4 épisodes. On considère alors que l'hyporchème sépare une partie en 2 épisodes distincts. Donc nous préférons la deuxième solution, c'est-à-dire la structure en 3 épisodes avec un hyporchème. Si on regarde la répartition des parties chantées et dialoguées dans Oedipe Roi, alors dans les parties chantées, donc dans les parties chorales véritablement, on voit que le total des parties chantées c'est 200 vers, quant aux parties dialoguées c'est 1252 vers. Dans les épisodes, on trouve 3 étapes, 2 komos et un hyporchème, on en reparlera tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'au final, le total des parties chantées fait à peu près 18% de la tragédie et les parties dialoguées occupent 82% de l'ensemble de la tragédie. Donc les parties chantées sont vraiment plus restreintes.
je vous ai parlé tout à l'heure de Komos et d'Hipporkem. Ce sont des moments particuliers, des cas particuliers. Le Komos, c'est le moment où les voix du cœur et celles du héros se mêlent. Le héros est très ému à ce moment-là et il se met à chanter avec le cœur dans une lamentation commune. Vous avez un exemple, page 67. L'Hipporkem, c'est quand l'action prend un caractère plus émouvant. Le chant du cœur est alors animé. Il est accompagné d'une danse mimée, expressive. Donc il y avait trois hypothèses. Soit les choreutes dansaient en chantant, soit certains dansaient pendant que les autres chantaient, soit le coryphée, c'est-à-dire le chef du chœur, chantait seul pendant que le reste des choreutes dansaient. Vous avez un exemple, page 58 dans votre édition. Dans une tragédie, il y a différents types de scènes. D'abord, les péripéties, qu'on appelle aussi des renversements, les retournements d'action, mais aussi les scènes de reconnaissance, qui sont typiques de la tragédie, c'est-à-dire des moments où il y a un passage de l'ignorance à la connaissance, ou bien de l'ignorance à un sentiment d'amitié ou de haine entre les personnages. Vous avez en dessous des exemples. Alors, très souvent, une scène de reconnaissance est suivie d'une péripétie ou d'un renversement. Les deux sont liés et pour Aristote, c'est vraiment dans ce cas-là une véritable réussite. Donc vous avez en dessous, en rose, 3 exemples de reconnaissance qui provoquent une péripétie dans Oedipe Roi. D'autres types de scènes, les scènes de supplication. Il y en a 4 dans Oedipe Roi et on remarque qu'elles progresse de plus en plus vers le sacré. Pourquoi ? Dans la première supplication, c'est le prêtre de Zeus qui supplie Oedipe. Dans la deuxième, c'est Oedipe qui supplie Tirésias, un devin. Et dans la troisième, c'est Jocaste qui supplie Apollon, un dieu. Donc on a d'abord une supplication adressée à un roi, puis à un devin, puis à un dieu. Il y a donc une progression vers le sacré, alors que, inversement, dans la supplication de Jocaste, qui est une des dernières, elle se contente simplement de dire « Ô Apollon lycien, gardien de notre voisinage ». On voit ici que Sophocle souhaite dénoncer la démesure, l'orgueil des mortels, qu'on appelle chez les Grecs l'hubris, puisque les mortels prétendent se passer des dieux ou les égaler. C'est pour ça que Jocaste supplie certes Apollon, mais elle le fait de manière très 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 rapide, puisqu'elle est en rivalité vis-à-vis des dieux. C'est pour ça que les hommes sont très souvent châtiés dans la tragédie grecque. Ils sont punis de leur orgueil, de leur péché d'orgueil vis-à-vis des dieux. Les scènes de messagers, il y en a 3 principales dans Oedipe Roi, ce sont des scènes traditionnelles. Alors ici, ce qui est particulier dans Oedipe Roi, c'est qu'elles sont originales parce qu'elles marquent la progression de l'action. Vous voyez dans les exemples qu'elles marquent vraiment des étapes importantes, des rebondissements dans l'action. Les scènes d'agone ou d'affrontement, ce sont des scènes de conflit, des scènes traditionnelles aussi dans la tragédie, qui fonctionnent toujours de la même manière. Les 2 personnages qui s'affrontent formulent 2 tirades qui présentent chacune leurs 2 thèses. Ensuite, ils s'affrontent par une stichométie, c'est-à-dire une succession de répliques brèves, pour enfin se terminer par 2 tirades qui sont brèves, une qui annonce la défaite d'un personnage et l'autre le triomphe de l'autre personnage. Sophocle reprend ce schéma avec quelques variantes pour la deuxième étape, c'est-à-dire dans l'agone entre Oedipe et Tirésias, à la fin, seul Tirésias conclut. Dans l'agone entre Oedipe et Créon, les 2 tirades finales sont interrompues par l'arrivée de Jocaste. À chaque fois, le même but pour Sophocle, relancer l'action dramatique. Là encore, une petite originalité. Les types de scènes, le dernier type de scène, c'est la catastrophe ou la situation pathétique. C'est très simple, c'est une action qui provoque la destruction, la douleur, les blessures, les meurtres. C'est par exemple le moment où Oedipe se crève les yeux à la fin. C'est en général une situation finale. Quant au personnage, que nous propose Sophocle ? Il évite une trop grande rupture entre les parties chantées et les parties dialoguées en laissant un personnage sur scène pendant les interventions du chœur. Alors, deuxième originalité, bien sûr, le nombre d'acteurs est limité dans la tragédie grecque, donc il faut faire attention, il faut gérer efficacement les entrées et les sorties des acteurs pour qu'ils puissent se changer et revenir sur scène très rapidement. Mais Sophocle va introduire un 3e personnage dans sa pièce. Évidemment, ça la rend plus originale. Alors, une majorité des scènes est bien à 2 personnages, ce qui fait là encore que la pièce est fondée sur la symbolique du 2, mais
souvent, il intervient, il intègre un troisième personnage. Donc, le nombre de personnages dans les épisodes va croître. D'abord 1, puis 2, puis 3. Ces scènes à 3 personnages, il y en a 3 dans la pièce. Ce sont des scènes de révélation, d'affrontement. Là encore, des scènes très importante. Donc, il ne choisit pas d'introduire un troisième personnage par hasard. C'est un personnage qui va introduire, accentuer les révélations, les affrontements, c'est-à-dire l'action dramatique, la progression dramatique. Si on essaie de déterminer la progression dramatique de manière schématique dans la pièce, on remarque que cette pièce est construite en 2 parties. D'abord, un projet d'enquête politique ou policière pour répondre à la question « Qui a tué Laios ?» Et on voit une montée en tension, Oedipe qui maudit le meurtrier, Oedipe qui affronte le devin Tirésias et Oedipe qui se confronte à Créon. En fait, le moment où il défend la théorie du complot, il croit à une théorie du complot, ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, qui commence au milieu de l'épisode 2, au moment du point central de la pièce, elle est plutôt consacrée à une quête d'identité, la quête d'Oedipe, qui essaie de répondre à la question « Qui est Oedipe ?» Dans cette quête d'identité, on a une alternance de pause et de révélation, donc de rebondissement, de révélation. Vous avez 3 moments, à chaque fois, les personnages interviennent, on a l'impression qu'ils calment le jeu, qu'ils rassurent finalement Oedipe, pour, de manière complètement accidentelle, révéler quelque chose de grave à Oedipe qui va au contraire l'inquiéter. Donc vous avez 3 exemples ici, donc 3 révélations. Par exemple, dans le début de l'épisode 3, le Corinthien rassure en annonçant la mort de Polybe. Donc on a l'impression que Oedipe à ce moment-là est disculpé du parricide, mais il révèle en même temps que Oedipe est un enfant trouvé, et donc ça rajoute au contraire de l'inquiétude. Et ça c'est fait 3 fois dans la deuxième partie de la pièce. Quant à l'Exodos, il est encore construit en 3 temps, le récit du messager, l'apparition d'Oedipe et la dernière confrontation avec Créon. Donc si on résume, c'est une architecture vraiment admirable, Oedipe Roi. C'est un savant mélange de tradition et d'originalité. Qu'est-ce qui fait l'originalité ? L'usage du ternaire, toujours le retour du chiffre 3, la construction sur une base de 3 dans la pièce. 2 parties séparées par une rupture dans l'épisode 2, l'enquête politique qui se transforme en quête d'identité. L'alternance entre les pauses et les rebondissements, les moments où on croit que tout va bien, pour ensuite très vite basculer dans l'inquiétude. Et enfin, l'utilisation originale du 3e personnage. Voilà principalement ce qui fait l'originalité de la structure d'Oedipe Roi de Sophocle.